Bienvenue dans la deuxième partie des PowerPoint sur l'analyse des spectres infrarouges. Dans la première partie, vous avez appris des choses sur l'aspect théorique en lien avec la spectroscopie infrarouge. Dans cette partie-là, on va apprendre quelque chose de beaucoup plus pratique, c'est-à-dire comment faire pour regarder un spectre infrarouge et découvrir des informations sur la molécule qui a généré ce spectre. Et là, quand je dis découvrir des informations, les informations qu'on peut obtenir en regardant un spectre infrarouge, c'est des informations en lien avec les groupements fonctionnels de la molécule. Donc, on va pouvoir savoir est-ce que tel groupement fonctionnel est présent ou non, en regardant si les pics qui correspondent aux vibrations caractéristiques de ce groupement fonctionnel-là se retrouvent sur le spectre. Ce qui suit, c'est en fait une longue énumération d'un paquet de groupements fonctionnels relativement courants. Et là, pour chacun d'entre eux, j'ai identifié, ou plutôt choisi en fait, une molécule qui possède le groupement fonctionnel en question. Et là, j'ai montré le spectre infrarouge de cette molécule-là. Et je vous montre c'est quoi les pics qui correspondent à ça. En date de la session automne 2025, où j'enregistre cette vidéo-là, les valeurs des nombres d'ondes, donc vous voyez wave number ici, ça c'est le nombre d'ondes qui va entre 400 et 4000 cm-1. Donc les valeurs numériques qui correspondent aux pics qui sont importants vont être fournies dans l'examen. C'est-à-dire vous n'avez pas à apprendre ces valeurs-là par cœur. Cependant, ce PowerPoint-là n'est pas du tout inutile. Ça ne devient pas juste un long listing parce que la difficulté consiste surtout à savoir, une fois qu'on tient un spectre, comment bouger son regard pour avoir une stratégie qui permet de récupérer les informations de façon efficace. Donc, quel pic on va aller chercher dès le début, dans quel ordre, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la stratégie de recherche parce que sans stratégie de recherche, ça devient une question de faire des comparaisons de valeurs numériques et ça peut devenir extrêmement long, fastidieux et surtout très propice à faire des erreurs de procéder juste en regardant les chiffres. Alors voilà, on y va dans l'ordre qui sont là, donc c'est un ordre pseudo-aléatoire là. Je commence avec les alcanes. L'alcane n'est pas un groupe fonctionnel, c'est ce qu'on a quand il n'y a aucun groupe fonctionnel. Et là, c'est principalement les liaisons CH qui vont être importantes là-dedans. Donc les liaisons CH sont relativement peu polaires, mais ils le sont suffisamment pour qu'on voit le pic en infrarouge. Et là, l'endroit le plus important à regarder du spectre, c'est la section qui est ici. Et on commence directement avec une valeur très importante. Cette valeur importante-là, c'est 3000. Donc, dans le cas d'un alcane, tous les carbones vont être hybridés sp3. Et là, les liaisons carbone-hydrogène, donc il y en a partout des liaisons carbone-hydrogène sur des carbones sp3, vont apparaître autour de 3000, mais plus spécifiquement en dessous de 3000, donc à 2950, 2900 jusqu'à 2800 maximum environ. Donc si ça dépasse 3000, ça va être quelque chose d'autre, on le verra plus tard, mais s'il y a des pics proches de 3000, mais juste un peu avant 3000, ça correspond à des liaisons carbone-hydrogène qui sont souvent implicites sur la structure. Et c'est un des pics les plus fréquents parce que l'immense majorité des molécules organiques possèdent quelque part une liaison carbone-hydrogène sur un carbone sp3. Donc, il y a presque toujours quelque chose juste avant 3000. Ensuite de ça, il va y avoir des pics. Donc, les valeurs numériques exactes sont ici, là, 1465 et 1380. Fréquemment, verbalement, on va dire 1450, 1350 parce que la résolution des spectres ne permet pas tant de le distinguer.
Mais ces deux pics-là vont correspondre au CH2 et au CH3. Donc les CH2, c'est tout ce qui n'est pas l'extrémité d'une chaîne. Et les CH3, ben, c'est les deux bouts. Là, ben, ces deux motifs de liaison carbone-hydrogène-là, c'est pas exactement le même environnement, donc ça vibre pas de la même façon. Et ça fait en sorte que ça n'apparaît pas au même endroit. Et là, ben, si on a ici, là, donc à 1465, vous voyez le pic est relativement gros parce que sur la molécule, il y a un grand nombre de CH2 et seulement 2 fois le CH3. Et là, le pic de CH3 ici, ben, il est beaucoup plus petit parce que justement, il y a seulement 2 CH3 et c'est comme un peu moins nombreux que les CH2. Hein? Donc, ce ratio-là n'est pas vraiment quantitatif, mais il peut donner une idée de l'ampleur du nombre de ramifications. Donc, si c'est extrêmement ramifié, ben là, le pic des CH3 va être plus grand, le pic des CH2 va l'être moins. Un peu comme sur la diapo suivante. Donc, c'est ce qu'on a ici. Là, on a un alcane ramifié. Lui, vous voyez, un CH3 et un autre CH3. Là, ben, on voit que le pic des CH3 ici devient plus grand. Remarquez que même s'il y a 3 fois CH3 dans la structure, ça ne veut pas dire qu'on va voir 3 pics dans la zone correspondant au CH3. C'est pas garanti parce qu'il pourrait y avoir des pics qui sont parfaitement superposés, qui ne permettent pas, mais bref, ça va être plus intense et là, il y a moins de CH2. Si on va voir un alcane encore plus ramifié, donc lui, il y a plein de CH3 là, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et il y a seulement 2 petits CH2 dans le milieu, là, ben vous voyez que les CH2, proportionnellement au CH3, deviennent de plus en plus petits. Encore une fois, le ratio n'est pas numérique, mais ça peut donner une idée qui permet de distinguer un alcane très ramifié d'un alcane moins ramifié. Pour cette molécule-là, il y avait seulement des carbones sp3, tous les pics de CH sont avant 3000. Pour celui de la diapo précédente, tous les pics ici étaient avant 3000. Et pour la première du début, ils sont, comme je l'avais montré, avant 3000. Donc, 3000 est un chiffre extrêmement important. Si on passe au groupement fonctionnel suivant, les alcènes. Juste avant de m'embarquer dedans, je veux juste parler de mon code, c'est-à-dire les couleurs des zones que j'ai mis en surlignage sur le spectre. Quand vous avez des zones qui sont brun foncé, ça correspond aux zones qui ont rapport avec le groupement fonctionnel qui nous intéresse en ce moment. Si vous avez des zones pâles, donc en jaune, ça c'est des zones ou des pics plutôt que vous êtes capable d'interpréter parce qu'on en a parlé précédemment, mais ils ne correspondent pas à ce qu'on est en train de discuter comme groupement fonctionnel. Donc, exemple, dans cette diapo-là, ici, là où il y a mon point, là, et ici, ça, c'est tous des carbones hybridés sp3 qui possèdent des hydrogènes, des CH2 ou bien un CH3 complètement à gauche, là. Et là, ben, eux autres, ils vibrent. Puis là, ben, on va avoir des pics avant 3000, donc 2800, 2900, qui correspondent aux élongations CH de la partie donc insaturée, donc la partie sans liaison multiple de la chaîne. Donc, je ne peux pas dire un alcane parce que l'alcane, c'est quand il n'y a rien, là, mais c'est la partie qui est comme un alcane de la chaîne. Même chose ici, on a cette bosse-là qui correspond au CH2 et l'autre à droite qui correspond au CH3. Donc, ils sont là. Mais là, en brun foncé, on a les pics qui correspondent à l'alcène. Et là, la grande caractéristique d'un alcène, c'est qu'autant le carbone ici, il y a un hydrogène implicite vers le bas, et autant le carbone à droite a 2 hydrogènes implicites, un vers le haut et un à 120 degrés des deux précédents. Et ces hydrogènes-là vont vibrer, mais ils vont vibrer dans le cas d'une liaison CH où le carbone est hybridé sp2 en haut de 3000. Donc, ce pic-là correspond aux liaisons CH de l'alcène. Il y a 3 liaisons CH, mais on voit un seul pic. C'est fréquent, le nombre de pics ne correspond pas nécessairement au nombre de liaisons. Mais la liaison carbone-carbone elle-même peut vibrer.
Donc, normalement, on aurait cru que c'est impossible parce que la liaison carbone-carbone, c'est 2 fois le même atome. Et là, ben, c'est une liaison qui est non polaire. Et normalement, une des 2 conditions pour pouvoir voir le pic en infrarouge, c'est que la liaison doit être polaire. Alors, comment ça? Ici, on voit le pic. La raison, c'est que l'environnement sur un des 2 carbones et l'environnement sur l'autre carbone n'est pas exactement le même. T'sais, ici, à droite, il y a 2 hydrogènes, tandis qu'à gauche, il y a un hydrogène puis une longue chaîne de carbone. Puis cette différence d'environnement-là, c'est assez pour créer, par un effet qu'on appelle l'effet inductif, une différence de charge entre les 2 carbones de la liaison. Et là, ben, ça ne prend pas une très grande charge pour que ça devienne visible en infrarouge. Donc, ça va faire un pic qui est souvent mince et un peu moins grand parce que la liaison demeure tout de même peu polaire, mais qui est très caractéristique des liaisons doubles. Donc, j'ai oublié d'écrire les nombres d'ondes, mais celui-là va être autour de 1650. Donc, un alcène, comment qu'on voit ça? Il va avoir, pour les liaisons CH, des pics en haut de 3000 et la liaison carbone-carbone double à 1650. Il va y avoir des pics qui apparaissent ici. Donc, la partie droite du spectre, je vous rappelle, on appelle ça l'empreinte digitale. C'est possible de pousser l'analyse davantage pour avoir une idée si l'alcène est un alcène terminal, comme sur l'exemple que j'ai ici, ou bien si c'est un alcène de géométrie E ou bien de géométrie Z. Cependant, on ne va pas aller aussi loin dans l'analyse dans le cadre de notre cours, mais sachez que justement les pics qu'on voit ici donnent ce genre d'informations-là. Pour les alcynes, donc les alcynes, liaison triple entre 2 carbones. Encore une fois, en jaune pâle, on va voir les pics qui correspondent à la chaîne de carbone à la droite de la structure. Donc, c'est le CH3 et tout un paquet de CH2 qui vont être des carbones sp3 liés à des hydrogènes qui font les pics en bas de 3000. Et il va y avoir le pic des CH2 à 1450 ou 1480 et le pic du CH3, du méthyle, qui serait à 1380 cm-1. Ce n'est pas les pics qui nous intéressent dans le but d'identifier l'alcyne. Pour ce qui est de l'alcyne, il va y avoir la liaison CH. Évidemment, c'est dans le cas d'un alcyne terminal. Donc ici, il y a une liaison CH sur un carbone qui est hybridé sp. Donc, ça va faire un pic vraiment séparé de tous les autres à environ 3300 cm-1, qui va souvent être facile à identifier. Il va aussi avoir, dans le coin de 630-640 cm-1, un gros pic qui correspond à une autre manière de vibrer de la liaison, en fait, de l'angle carbone-carbone-hydrogène. Donc là, ça, c'est du cisaillement. Et donc, ça va faire un gros pic dans cette région-là. Et la liaison triple elle-même, malgré le fait que c'est une liaison entre 2 carbones et qu'elle devrait être invisible en infrarouge étant donné que c'est non polaire, un peu comme pour les alcènes, on va fréquemment la voir dans le cas d'un alcyne terminal parce qu'il y a nécessairement, pour un alcyne terminal, un des côtés qui c'est une liaison carbone-hydrogène et de l'autre côté qui c'est une liaison carbone vers une chaîne de carbone quelconque. Et là, comme l'environnement n'est pas pareil des 2 côtés, l'effet inductif va faire en sorte qu'il y a un côté où la densité d'électrons n'est pas exactement la même que de l'autre côté. Et là, tout ça fait en sorte qu'on aperçoit quand même un petit pic qui va être tout mince, tout délicat, qui est dans le coin de 2150 cm-1 pour les alcynes. Si on a un alcyne central et que des 2 côtés c'est similaire, alors là, ça va très mal. Vous voyez Pépé, comment il est triste. La raison de ça, c'est que là, on a une liaison entre 2 carbones et là, l'environnement des 2 côtés est extrêmement similaire. Parce que ici à droite, on a une chaîne de carbone et ici à gauche, on a une chaîne de carbone aussi. Bon, les chaînes n'ont pas exactement la même longueur, mais du moins pour les 2 premiers carbones, c'est un environnement extrêmement similaire des 2 bords. Ce qui fait en sorte que les endroits où on aurait normalement aperçu les pics correspondant à l'alcyne, on n'a rien. Les photons ont beau avoir la bonne énergie, ils ne voient pas la liaison parce qu'elle ne possède pas de dipôle permanent. Et donc, ces photons-là
ne respecte pas les deux conditions pour être absorbé en infrarouge. Ça l'amène le triste constat qu'un alcyne au centre d'une chaîne, c'est malheureusement impossible de visualiser ça par la spectroscopie infrarouge. Pour les cycles aromatiques, il va y avoir 3 pics qui sont extrêmement caractéristiques. D'abord, dans un cycle aromatique, il faut garder en tête que ce n'est pas des alcènes. Donc, ça n'a pas la réactivité des alcènes, mais les liaisons CH qu'il y a là ne sont pas tant au courant de ça. Pour les liaisons CH, donc il y a 5 liaisons CH implicites là, sur la structure ici, de leur point de vue, ça demeure un hydrogène attaché sur un carbone sp2. Et là, les vibrations associées à un hydrogène qui est attaché à un carbone sp2, on l'a vu pour les alcènes, ça donne des pics qui sont en haut de 3000 cm-1. Donc, les cycles aromatiques vont avoir souvent un ou plusieurs pics dans cette zone-là. En jaune pâle, c'est les pics qui correspondent aux liaisons CH de la partie isopropyl qu'on a ici, où c'est des carbones sp3, donc on en a parlé précédemment. Les cycles aromatiques que l'on va rencontrer dans le cours ont toutes une caractéristique très très précise, c'est 2 pics. Et là, les chiffres en jeu sont importants. C'est un pic à 1500 et un pic à 1600 cm-1. Donc, la présence de ces 2 pics-là est extrêmement caractéristique de la présence d'un cycle aromatique. Donc, si vous voyez des pics en haut de 3000 accompagnés de 1600 et 1500, ça crie haut et fort cycle aromatique. En ce qui concerne notre cours, on va arrêter l'analyse là, mais sachez que la zone qui est ici peut permettre de savoir la disposition des ramifications sur le cycle aromatique et la zone qui est ici donne d'autres informations en lien aussi avec la disposition des ramifications sur le cycle aromatique. Donc, c'est-à-dire si j'ai des choses, comment ils sont placés, combien il y en a, c'est tout possible de déterminer ça, mais on ne fera pas ce genre d'analyse dans notre cours. Sachez cependant que c'est ça que les pics ici vont indiquer. Pour les alcools, on va distinguer les alcools primaires, secondaires et tertiaires, mais dans tous les cas, les alcools ont un pic qui est probablement la chose la plus facile à voir sur un spectre, c'est-à-dire on appelle ça une grosse bosse OH. Il y a des gens qui appellent ça une patate, mais peu importe le nom que vous lui donnez, là, ça saute aux yeux. La position exacte là, en centimètres-1, 3400 environ, n'est pas vraiment importante dans le sens où même s'il est un petit peu à côté, vous ne le manquerez pas. Donc ça, c'est la liaison OH qui génère ce pic-là. Et la raison pourquoi ce pic OH-là est si large et si gros, c'est en raison des ponts hydrogènes. Donc les ponts hydrogènes ont ça comme effet, ils vont rendre un pic qui normalement aurait dû être long et mince, ils vont le transformer en un pic qui est large et arrondi. Donc tous les OH qu'on rencontre vont générer ce genre de pic-là. Mais dans l'alcool, non seulement il y a la liaison OH qui est une liaison polaire, il y a aussi la liaison oxygène vers le carbone, donc le lien CO. Lui est une liaison très polaire, va apparaître dans les environs entre 1050 et 1150 sous la forme d'un pic qui est plus gros et plus large que ses voisins immédiats. Donc ici, j'aurais tendance à dire que ce spectre-là est probablement un mauvais exemple de l'ampleur que le pic peut avoir, là. Donc souvent, il est facile à distinguer. Mais c'est pas tout. En fait, la position exacte du pic va nous donner une information à savoir l'alcool, est-ce qu'il est primaire comme ici, secondaire ou tertiaire comme les deux prochaines diapositives. Et là, il faut regarder la position exacte pour ça. Donc, quand la liaison CO fait un pic là où mon pointeur est situé à 1050 cm-1, ça c'est le symptôme d'un alcool primaire. Si je vais à un alcool secondaire, on va avoir la bosse OH et on va avoir la liaison CO à 1100.
Et si j'ai un alcool tertiaire, j'ai évidemment la bosse OH et la liaison CO va générer un pic un peu plus large vers 1150. Donc, ça se déplace de 50 cm moins 1 à la fois. Donc, alcool primaire va être à 1050, alcool secondaire à 1100 et alcool tertiaire à 1150. Donc, c'est possible d'obtenir ce genre d'informations-là simplement en regardant la position exacte du pic CO. Mais dans tous les cas, le pic OH va donner une grosse bosse dans les environs de 3400. Et le reste de la molécule, j'ai arrêté d'en parler, là, mais va faire les pics là, pour la liaison CH3 et les CHSP3. Si on passe à un alcool particulier qu'on appelle un phénol, donc un phénol, on peut le considérer comme étant un alcool qui est attaché sur un cycle aromatique, mais on lui donne un nom différent parce que ce n'est pas un alcool, ça n'a pas la même réactivité chimique qu'un alcool ordinaire. Mais pour l'infrarouge, ça va quand même se ressembler beaucoup, dans le sens où je vais avoir les pics caractéristiques d'un cycle aromatique et les pics caractéristiques d'un hydroxyle qui sont tous ensemble. Donc là, la bosse qu'il y a là va correspondre à la liaison OH qui peut faire des ponts H. Et dans le cas d'un phénol, la liaison carbone-oxygène ne sera pas à la même place qu'aux alcools parce que le carbone est hybridé sp2 et l'environnement fait en sorte que le cycle aromatique est un peu différent. Et donc, ça va être 1250, le chiffre important à retenir. Donc, à 1250, je vais avoir la liaison CO d'un phénol. On remarque que dans le spectre ici, il y a quand même un grand nombre de pics. Constatez que le pic ici, où il y a mon pointeur, ça c'est plus haut que 3000, donc ça correspond aux liaisons CH qui sont sur des carbones sp2, donc les 4 liaisons CH sur le cycle. Ensuite, sur cette zone jaune-là, c'est les liaisons CH où les CH sont sur des carbones sp3. C'est seulement sur le méthyle que là qu'on trouve de ces 3 liaisons CH-là. La zone ici est en jaune, mais pour notre cours, on n'aura pas besoin de l'analyser. Ça nous donne des informations sur les positions des ramifications sur le cycle, donc vous pouvez l'ignorer. Ensuite de ça, je l'ai oublié, mais là où il y a mon point, ça devrait être en jaune parce qu'à 1600, c'est un des 2 pics caractéristiques d'un cycle aromatique. Donc, je vous invite, ceux qui m'écoutent et qui ont une vieille version des PowerPoint, là, de mettre ça en surligné. À 1500, j'ai le deuxième des pics caractéristiques d'un cycle aromatique. Donc, chaque cycle avait un pic à 1500 et un autre pic à 1600. À 1450, j'ai le pic qui normalement devrait correspondre à des CH2, mais étant donné que là, c'est un CH3, on se serait attendu à le voir là, à 1380, mais le fait qu'il est lié à un cycle aromatique, ça change son environnement de manière substantielle, et donc on peut s'attendre à ce qu'il soit un petit peu à côté. Donc ce pic-là est, à mon avis, peut-être un peu plus difficile à analyser. Ici, j'ai le 1250 qui correspond à la liaison CO de mon phénol. Et les 2 pics que j'ai ici ne seront pas nécessaires dans le cadre de notre cours. C'est les pics qui correspondent à la position relative, là, un à côté de l'autre, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, faites attention, il y a trop de zones jaunes pour notre cours dans ce graphique-là. Si on passe aux éthers, donc pour les éthers, c'est par définition un oxygène qui est lié à 2 carbones et les 2 carbones sont sp3. On peut considérer les éthers comme étant, et là c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est comme la liaison CO d'un alcool, mais des 2 côtés. Et là, les 2 côtés sont identiques ou différents, il n'y a pas vraiment de règle par rapport à ça. Et là, s'il n'y a rien d'autre que l'éther, il ne devrait pas y avoir de pic en haut de 3000 parce qu'il n'y a pas de carbone sp2. Donc ça, c'est comme d'habitude. Même chose pour les CH2, les CH3 vont être à leur place. Mais là, sur cet éther-là, on a une liaison sur un carbone secondaire vers l'oxygène et c'est identique des 2 côtés. Donc, tu sais, pour un alcool secondaire, la liaison CO était autour de 1100.
cm-1. Ben, pour un éther, si j'ai une liaison CO où le carbone est secondaire, c'est la même chose. Je vais avoir un pic qui est près de 1100. Et là, ben, si les deux côtés de l'éther ne sont pas les mêmes, c'est possible que l'on observe un deuxième pic pour l'autre liaison CO qui va être à 1050, 1100 ou 1150 selon qui est primaire, secondaire ou tertiaire. Pour les acides carboxyliques, et ainsi que pour plusieurs des groupements fonctionnels qui suivent, il va avoir une liaison extrêmement importante et facile à voir dans un spectre infrarouge. C'est la liaison C double lien O qui correspond à un carbonyle. Le carbonyle n'est pas un groupement fonctionnel, c'est juste la liaison CO. Et là, dépendamment de qu'est-ce qui est attaché au carbonyle, ça va donner toute une panoplie de groupements fonctionnels, là, comme de acide carboxylique jusqu'à amide. Et là, ben, dans le cas d'un acide carboxylique, qu'est-ce qu'on a? Il y a le lien CO, et ça, notez-le quelque part, c'est extrêmement majeur. Ça va donner un pic immense situé au milieu du spectre dans les environs de 1710 cm-1. Donc, c'est souvent un des pics qui va être le plus facile à voir de tout le spectre parce que c'est une zone du spectre où souvent il n'y a pas grand-chose d'autre. Et en plus, le pic là, il est immense puisque c'est une liaison qui est vraiment très, très polaire. Dans le cas d'un acide carboxylique, il y a un OH qui peut faire des ponts hydrogènes. Il va faire une immense bosse, mais fréquemment, cette bosse-là va se trouver à être superposée à d'autres pics, comme c'est le cas ici. Donc, en jaune, c'est les liaisons CH, sp3 de la chaîne de carbone que là, mais ils sont juste par-dessus la bosse OH, donc ça donne une combinaison qui aurait pu être difficile, mais qui, dans le cas des acides carboxyliques, est souvent quand même simple à reconnaître. Donc, le CO, c'est majeur, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et là, ben, il va avoir, en jaune ici, on a les CH3 et le CH2, pardon, et les CH3. Donc, je crois que le jaune aurait peut-être dû être ici. Donc, ça peut bouger un peu là, selon les groupements fonctionnels. Et il va avoir la liaison CO vers 1260. Donc, la liaison CO, c'est celle entre le carbone au pied du carbonyle vers l'oxygène. C'est la liaison simple CO. Donc, la liaison double CO, c'est celle-ci. La liaison simple CO, c'est là, parce qu'il y a deux liaisons carbone-hydrogène en haut sur la droite. Pour une cétone, donc une cétone, c'est un carbonyle qui est attaché à deux chaînes de carbone, donc à droite puis à gauche, et ils ne sont pas nécessairement pratiques. Dans le cas d'une cétone, je vais avoir le pic pour le carbonyle, il va être environ à 1715 cm-1, et c'est tout. Donc, contrairement aux acides carboxyliques où on avait un carbonyle plus un OH, dans le cas d'une cétone, on a un carbonyle plus rien. L'absence d'autres pics, c'est ce qui le distingue des suivants qu'on va voir là. Évidemment, ben là, il y a une chaîne de CH2 avec deux méthyles aux extrémités. Donc, j'ai les pics CH, sp3 et les CH2 et les CH3 qui sont à leur place habituelle. Donc, l'acétone, c'est un des groupements qui génère le moins de pics caractéristiques. Les aldéhydes ressemblent un peu aux cétones, dans le sens où il va avoir le lien C double lien O, donc le carbonyle qui est immense dans les environs de 1725 cm-1. Mais dans un aldéhyde, ici, vers le haut dans ma structure, il y a un hydrogène, puis cet hydrogène-là, oui, il est sur un carbone sp2, mais ce n'est pas un carbone sp2 habituel parce qu'il y a un delta plus vraiment important à cause de la liaison polaire du carbonyle. Donc, l'environnement électronique de ce lien CH-là est bizarre et ça fait en sorte qu'il apparaît à une place qui est bizarre. Cette place-là, ben, ça va être vers 2800 cm-1, ce qui fait en sorte qu'il va fréquemment donner un pic CH qui est un peu séparé des CH sp3 qu'on est habitué de rencontrer. Donc, c'est comme un CH un petit peu trop à droite. Ça peut arriver, par contre, que ce pic-là bouge un peu vers la droite et vers la gauche. Vous voyez, c'est vers 2800, mais il y a de la variation possible. Donc, parfois, il va arriver qu'il se mélange au pic et là, ça peut rendre la détection des aldéhydes un peu difficile. Mais on peut s'en sortir en regardant la position précise du carbonyle à 1725 versus 1715 pour les cétones. Donc, faites attention à ça.
mais souvent, comme je vous dis, ce pic-là, on peut l'apercevoir. Pour les esters, donc les esters vont donner un spectre infrarouge qui est parmi les plus simples à identifier parce qu'il y a un grand nombre de liaisons CO dans un ester. Donc, il n'y a pas de boss OH parce qu'il n'y a pas de OH. Je vais avoir une liaison double carbone-oxygène, donc le carbonyle. Lui va apparaître vers 1740 cm-1, donc un pic immense en plein milieu du spectre. Après ça, autour de l'oxygène de droite, il y a deux liens CO. Il y a un lien CO qui mène vers le carbonyle et il y a un deuxième lien CO qui mène vers la chaîne. Donc, pour celui de droite, là où il y a mon pointeur, c'est similaire au lien CO d'un alcool. Donc là, ici, le carbone où il y a mon point rouge, c'est un carbone primaire. Donc le lien CO qu'il y a là devrait être vers 1050. Là, vers 1050, c'est ce qu'il y a. S'il avait été secondaire, ça serait 1100. S'il avait été tertiaire, ça serait 1150. Par contre, du côté gauche, entre l'oxygène et le carbonyle ici, c'est un lien simple CO, mais il va être un peu déplacé. Donc ici, on l'a à 1250, donc on a jusqu'à 1300 environ. Le lien qui mène vers le carbonyle va toujours être celui qui est le plus à gauche. La raison de ça, c'est parce que sur l'oxygène où il y a mon pointeur, il y a des doublets d'électrons qui sont adjacents à une liaison pi. Et là, il va y avoir des formes de résonance qui font en sorte que la liaison simple est, dans la nature réelle de la molécule, un peu plus double que simple. Donc, c'est pas un indice de liaison de 1. C'est comme une liaison 1,5 ou 1,4. Donc, en étant plus de caractères multiples, l'effet que ça a sur le spectre, c'est de l'envoyer vers la gauche. Donc, c'est très, très caractéristique des esters. Il va y avoir deux pics CO qui sont reconnaissables parce qu'ils sont plus grands et plus larges que leurs voisins immédiats. Et ces deux pics-là, il y en a un des deux qui va être similaire à un alcool, c'est celui du côté comme externe de l'ester, et l'autre plus à gauche va être déplacé en raison du phénomène de résonance. Et à ça va s'ajouter le carbonyle qui lui-même est à sa place habituelle, là, un petit peu en haut de 1700. Les anhydrides, qui est le groupement fonctionnel suivant. Donc, je sais qu'il y a certaines sessions qui n'ont pas été mis en contact avec le groupement fonctionnel anhydride. Si vous ne l'avez jamais rencontré, ben, le voici. C'est comme deux carbonyles espacés par un oxygène. Et là, ben, c'est facile à reconnaître sur un spectre infrarouge parce que c'est le seul groupement fonctionnel qui possède deux carbonyles, justement. Donc, autour de 1700, il va avoir deux pics absolument immenses, donc 1815 et 1760. Donc, ils ne sont pas à la même place parce qu'il y a un phénomène de résonance qui fait en sorte qu'il y a toujours un des deux carbonyles qui n'est pas équivalent à l'autre, là. Mais on ne rentrera pas dans ce genre de détails-là. Et même chose, il va avoir un lien carbone-oxygène ici et un deuxième lien carbone-oxygène vers le deuxième carbonyle. Et là, ces deux liens CO-là vont apparaître de façon conjointe pour former quelque chose qui a souvent un look un peu étrange, là, légèrement dépassé 1000 cm-1. Pour les amides, donc les amides, groupement fonctionnel où j'ai un carbonyle qui est lié à un azote d'un côté et une chaîne de carbone de l'autre côté. Et là, ça va dépendre de quel type d'amide on a à faire. Mais il y a quelque chose de commun. C'est que le carbonyle, C, double lien O, est commun à tous les amides. C'est-à-dire qu'il va apparaître dans les environs de 1665 cm-1, donc un petit peu avant 1700. Et là, les pics qui sont sur la droite ont tendance à être un peu plus difficiles à analyser. Donc là, ça va dépendre si l'amide est primaire comme ici, ou bien si elle est secondaire comme la diapo suivante, ou bien tertiaire comme une diapo que je n'ai pas. Mais dans tous les cas, sur le côté gauche du spectre, ça va être extrêmement évocateur. Parce que là, c'est les liaisons NH qui vont apparaître là, et ces liaisons-là font des ponts hydrogènes, ce qui résulte en des pics qui sont beaucoup plus larges et arrondis que les pics ordinaires. Donc, c'est très facile à reconnaître. Et là, ben, s'il y a deux liaisons NH, ce qu'on retrouve dans les amides primaires, ben, il va y avoir deux bosses sur la gauche du spectre.
Si j'ai une amide secondaire, il y a une seule liaison NH, et là, ben, ça va donner une seule bosse. Donc, on est en présence de chameaux et de dromadaires. Donc, le nombre de bosses va correspondre ou va donner des informations sur le type d'amide. Et là, si j'ai une amide tertiaire, je n'ai pas la diapositive, mais imaginez qu'au lieu d'un hydrogène, j'avais un méthyle ici. Et là, il n'y a plus de liaison NH. Alors là, ben, il n'y aura juste pas de pic NH parce qu'il n'y a pas de pic NH. Mais le carbonyle, un petit peu avant 1700, va demeurer à un endroit qui est relativement facile à identifier. Donc, les autres pics, donc ici j'ai dans le coin de 1400 dans le cas d'une amide primaire ou 1550 pour une secondaire. Donc ici j'ai 1400 pour une primaire, 1550 ici pour une secondaire. Fait un deuxième pic qui est relativement visible. Et les deux petits pics à droite vont souvent être plus comme déguisés. Mais là, le fait qu'il y en ait un seul, comme ici un petit peu avant 1700, là, ils disent vers 600, 630. Mais là, il est à 700, mais ça reste que c'est de celui-là qu'on parle. Donc, ça peut bouger un peu. Et même chose, là, on a ici à 600. Donc, on comprend que ces pics-là vont parfois être mélangés dans une forêt de pics et ça peut les rendre difficiles à interpréter. Donc, en ce qui concerne les amides, je vous dirais, concentrez-vous sur les liaisons NH à gauche qui vous donnent le caractère primaire, secondaire ou tertiaire, le carbonyle à 1690 qui va vous montrer qu'on est en présence d'une amide et le deuxième pic qui est dans les environs de 1550 qui confirme que c'est une amide. Pour le dernier groupe fonctionnel qu'on a à parler, c'est les amines. Donc, on a terminé avec les carbonyles. Donc, les amines, il va y avoir des amines primaires comme ici, des amines secondaires et des amines tertiaires. Dans tous les cas, c'est un des groupements fonctionnels qui va être un peu difficile à analyser. Dans les amines primaires, il va y avoir deux liaisons NH qui vont apparaître à l'endroit ici, donc dépasser là, les 3000. Donc, j'ai mis entre 3005 et 3100. Le nombre de bosses correspond au nombre de liaisons NH. Donc, dans un NH2, qui est le cas d'une amine primaire, ben, il va y avoir deux bosses. Dans le cas d'une amine secondaire, il y a une seule liaison NH, donc ça va faire une bosse avec une petite protubéance pour une amine secondaire. Et là, ben, pour une amine tertiaire, ben, remarquez qu'il n'y a rien. Donc la bosse que là est un artefact probablement dû à la présence d'eau dans l'échantillon. Donc l'eau, ça fait DOH, donc ça fait une bosse dans cette région-là. C'est une des impuretés les plus communes. Après ça, il va y avoir les liaisons CN qui vont être visibles donc vers 1600 et 720 cm-1. Donc vers 1600, ça donne un pic, mais c'est pas un beau pic. Donc il est rond un peu. Même chose pour la mine secondaire. Vous voyez, 1600 est ici. En plus, s'il y a ailleurs dans la molécule un cycle aromatique, il peut y avoir des chevauchements qui sont un peu difficiles. Et à 720, ben aussi, c'est un pic. Il est visible. Mais là, j'ai la mine secondaire. Pour la mine primaire, il est là. Donc, il est gros, il est arrondi. C'est un pic qui, des fois, ne donne pas l'impression d'être un pic réel, mais il y en est bel et bien un. Pour les amines tertiaires aussi, donc là, j'ai à 1720. Ici, il est un peu plus beau. Évidemment, une amide tertiaire, ben, il n'y aura pas de NH. Donc, les amines, c'est pas les plus faciles à voir. Donc, ça donne des pics très arrondis, des pics qui sont parfois mélangés dans les pics des autres groupements fonctionnels. Donc, ça vaut la peine d'être quand même attentif. Et c'est pas mal ce qu'il y avait à dire par rapport aux amines. Bon, je suis rendu à mon dernier groupement fonctionnel. On comprend qu'il en existe un grand nombre de supplémentaires qu'on n'a pas abordés. Et on comprend aussi que sur la droite du spectre, il y a toujours un paquet de pics qui vont correspondre aux différentes liaisons carbone-carbone qui normalement auraient dû être invisibles, mais qui, en raison de l'effet inductif, deviennent légèrement polaires et légèrement visibles. Donc, c'est pas des pics qu'on va avoir tendance à interpréter. C'est des pics qui forment ce qu'on appelle l'empreinte digitale de la molécule, qui est très utile pour un ordinateur qui a comme travail de déterminer c'est quoi la molécule, parce que lui, il peut regarder les positions exactes et comparer ça à une base de données
qui permet ensuite d'identifier la composée. Mais pour nous, les humains, c'est la zone des groupements fonctionnels qui est principalement située sur la gauche du spectre, mais qui inclut parfois certains pics, comme ici, sur la droite du spectre. Donc, encore une fois, je le répète avant de terminer, les valeurs numériques des positions vont être données dans les évaluations, du moins en ce qui est de la session automne 25. Par contre, la logique de qu'est-ce qu'il faut regarder, et là, c'est quoi cette logique-là? C'est le chiffre 3000, il est important pour les liaisons. Est-ce qu'il y a un carbonyle autour de 1700? Est-ce qu'il y a des liaisons CO à 1050, 1100, 1150 pour les caractères primaires, secondaires et tertiaires? C'est que l'aromatique avec 1500 et 1600, les CH2 et les CH3 comme on le voit sur celle-ci. Donc, ce genre de choses-là, c'est ça qu'il faut porter son attention. Et ensuite, si on a à décider est-ce que ma molécule possède un carbonyle, pour la mine tertiaire que j'en exemple, je viendrai ici à 1700, je serais comme oh non, il n'y a rien là, donc il n'y a pas de carbonyle sur ma molécule. Donc je viens d'éliminer tout un paquet de groupements fonctionnels. Et là, avec un peu de pratique, il y a façon de devenir vraiment très très talentueux à ce genre d'exercice-là. Et donc c'est un peu ce que vous aurez à faire là dans les analyses de spectre tout au cours de la session. Sur ce, passez une bonne journée et on se revoit bientôt.